Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Através da Lei Rouanet de Cultura do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos à Feira do Livro 2025. Espero que todo mundo esteja curtindo o domingo, até abrir um sol agora, e que aproveitem essa mesa com o Panayotis Pascotti, que está aqui comigo. Algumas informações práticas. A conversa tem 1h15 de duração. Tem perguntas do público no final. Tem 2 monitoras com papéis. Basta levantar a mão, elas trazem. Vocês podem escrever e elas trazem aqui para mim. A partir da metade da conversa, eu já devo ir incluindo algumas perguntas. E depois da mesa, o Panayotis vai estar assinando autógrafo na Livraria da Travessa, ali fora. Vamos lá. Eu sou a Bia, editora da revista 451, que é da Associação 451, que realiza a Feira do Livro. Então, é isso. Bem-vindos. O Panayotis está lançando, Da Próxima Vez que Você Cair do Cavalo, pela Herculano. O livro saiu na França em 2023 e está saindo agora no Brasil com tradução da Francesca Angiolillo. Mas, além de escritor, o Panayotis, muito antes, era ator, humorista, diretor, realizador. Então, já é uma carreira longa para alguém bem jovem. Panayotis, obrigada por estar aqui. Espero que você já esteja aproveitando o Brasil. E vou pedir uma salva de palmas para o Panayotis, do público. Bom, no livro, que é um pouco quase um ensaio autobiográfico, você fala de vários assuntos. Então, você fala um pouco das suas angústias, da depressão e muito da relação com seu pai, também da homossexualidade. Você começa o livro já com um spoiler. Acho que ele vai morrer logo. Ele me disse 1000 vezes, você sabe, eu vou morrer logo, mas não acredito nisso. Qual foi o caminho entre esse diagnóstico do seu pai e a escrita e publicação, esse livro chegar aqui no Brasil hoje?
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je tiens à remercier toutes les équipes de la foire. C'est exceptionnel. Aussi Ercolano qui sont là, Roberto et Régis. C'est vraiment un honneur de pouvoir être là pour parler de ce livre. Vous m'entendez dans les casques, c'est ça? On est d'accord? N'hésitez pas à crier si vous m'entendez pas. Moi, ça a vraiment été le déclencheur pour moi d'apprendre, d'avoir cette information qui tombe. Et le plus grand des déclencheurs, ça a été d'avoir aucune émotion qui arrivait, ni dans le bon ni dans le mauvais sens. Quand j'ai eu cette information que mon père était mourant, ça a été très étrange. Il n'y a rien qui m'a traversé. Et c'est pour essayer de me connecter aux émotions que j'ai eu besoin d'écrire. Et ça a été un assez long processus. J'ai beaucoup commencé par vomir. Le soir des lignes et des lignes de texte, je ne savais pas ce que ça allait être. C'était vraiment un besoin d'expier certaines émotions enfouies pour qu'elles ressortent, pour que je puisse les affronter. Et puis au bout d'un moment, j'ai contacté Paloma, qui est juste là, qui est mon éditrice française, et qui m'a fait comprendre que ça pourrait potentiellement être un livre. Et donc ça a été un travail d'entonnoir, en fait. C'est parti du large et ça s'est resserré pour devenir ce livre. C'est dans ce sens que ça s'est fait. Obrigada. Você compartilha muita coisa íntima, principalmente sobre você mesmo, mas também sobre seu pai, seus irmãos, namorados, e muitas coisas que as pessoas, normalmente, até sobre a relação delas com outros, prefeririam não compartilhar. Como foi decidir por essa franqueza absoluta? C'est une grosse question. Je sais pas, mais on en parlait en plus hier. J'ai l'impression que beaucoup de gens parlent de courage lié à l'autofiction, parce que c'est se raconter à travers évidemment un prisme, et il y a une manière c'est comme faire une histoire à partir de choses de notre vie. Et on embarque forcément des gens avec qui on a la chance de traverser notre vie. Donc il y a parfois le mot de courage ou de force de le faire. Moi, je suis encore dans l'étape où j'ai l'impression que c'est un peu lâche quand même, parce que ça reste raconter des choses dans son coin. Et moi, je trouve que écrire et transformer certaines choses que je traverse, c'est parfois plus simple que de les affronter en face à face dans la vie. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que j'avais écrit ce livre pour être très transparent avec vous. Quand le jour où il est sorti en France, donc début 2023, je me souviens être sorti de chez moi et être passé dans une librairie, et j'ai vu le livre et j'ai vraiment eu une remontée de vomi tellement j'avais l'impression d'avoir fait une énorme connerie. C'est évidemment quelque chose de très étrange d'écrire sur soi, et c'est un mélange très étrange entre quelque chose très lié à l'enfance pour moi, qui essayait de comprendre avec curiosité, dans le luxe de l'écriture, essayer de réaffronter certains moments de la vie pour mieux essayer d'en comprendre les enjeux, ce qui en a découlé. Donc il y a quelque chose pour moi qui est très enfantin, et en même temps quelque chose de très autocentré, qui peut ressembler un petit peu à la maladie des adultes. Et donc c'est un mélange de tout ça. Ça a été très étrange pour moi pendant longtemps, en tout cas, de voir ce livre dehors, chez les gens. Você teve dúvidas sobre publicar depois dele estar escrito? Oui. Oui, beaucoup. Et j'ai toujours une âme de stagiaire. J'aime beaucoup rencontrer des gens. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime beaucoup rencontrer des gens que j'admire dans ce milieu. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs et autrices dont j'admire le travail, des gens qui travaillent sur l'autofiction, et j'ai beaucoup parlé de ma frayeur, en fait, d'avoir raconté des choses sur des gens qui sont autour de moi, et d'un seul coup de le publier. En fait, j'ai pris la décision avant la publication d'imprimer plein d'épreuves que je suis allé distribuer, en fait, tous les gens de près ou de loin autour de moi, et donc je voulais être sûr qu'il n'y avait aucun problème. J'avais vraiment ce sentiment d'une culpabilité naissante, de me dire que j'avais trahi. Moi, pour moi, ça a été pendant très longtemps, il y a eu un rapport quasi de trahison, mais c'est aussi ce que j'ai essayé de combattre avec ce livre. Je viens d'une famille de non-dits, et d'ailleurs c'est marrant de voir qu'au Brésil, tout le monde s'embrasse, tout le monde est très chaleureux, il y a quelque chose de très vibrant dans les rapports humains, et je pense qu'en France, c'est peut-être moins le cas. Peut-être d'autant plus dans ma famille, et encore plus avec ces injonctions à la masculinité très en place, très stable. Et donc d'un seul coup, j'avais l'impression de forcer une avalanche pour certaines personnes. Et c'était, j'ai eu l'impression de trahir des gens pendant un moment. Et puis de distribuer ces épreuves et d'en discuter avec eux, ça m'a vraiment permis de me détendre. Et au final, c'est marrant, ça a créé beaucoup de débats et de discussions dans ma famille et autour de moi. Donc j'étais très soulagé après.
A sua família leu o livro antes de publicar? Ou você perguntou para os mesmos namorados? Como é que foi isso? Você não nomeia eles também, né? Acho que isso foi uma escolha de não trazer o nome das pessoas. Você se refere pai, irmão, mesmo os namorados, cada um tem apelido. Oui, je voulais pas nommer les gens. Déjà parce que je pense pas qu'on ait besoin de nommer quelqu'un pour s'attacher émotionnellement à un personnage. Et puis dans le livre, il y a deux personnages qui pour moi ont été vraiment clés et je pense que c'est un livre d'apprentissage. En tout cas pour moi, ça a été une manière, écrire ce livre a été une manière pour moi de grandir. Ça je le sais. Alors ça a été parfois très flippant, et Paloma, mon éditrice française, pourra le parler, en témoigner. Je l'ai appelé plusieurs fois en panique en disant on annule tout, on brûle tout, ce qui n'est pas possible en France. Oui, il y a deux personnages que je nomme à travers des concepts pour moi que j'ai appris à leur côté, que j'ai eu la chance d'apprendre à leur côté, c'est la vie et le bonheur. J'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant un temps, qui avait vraiment un rapport à la vie très frontal, qui n'était pas du tout dans la suranalyse, et c'était vraiment magnifique. Il était très, très frontal dans son rapport aux autres, et ça m'a vraiment fait comprendre ce que ça voulait dire qu'être en vie. Et donc il m'a appris ça, donc je voulais le nommer la vie. Et mon copain actuel que j'ai nommé le bonheur, puisque lui pour le coup il avait un accès au bonheur qui me paraissait plus facile. Et du coup c'est vraiment comme un petit vampire, des choses que j'aime aspirer chez les gens donc oui, j'avais pas envie de nommer de gens, je préférais nommer des concepts ou définir les gens par des traits particuliers qui m'intéressaient plus que par un prénom qui au final ne définit pas quelqu'un. Você comentou sobre a sua família e seu pai. Acho que de que aqui no Brasil nós somos mais calorosos, e acho que isso certamente como cultura, mas eu acho que também tem muitos pais que também não falavam eu te amo. Acho que é uma conversa que eu vejo, inclusive, entre amigos. Você fala dos seus irmãos, mas também não entra muito nisso. Tem uma passagem que a gente fica sabendo que vocês são 6. Como é que era essa dinâmica familiar? C'était à la fois fantastique et en même temps j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se cristallisent en nous dans l'enfance, et je pense que d'être au milieu d'une grande fratrie, merci beaucoup. Ça a été fantastique parce que j'étais le petit dernier, et je pense que quand on est le petit dernier on profite des erreurs des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça nous fait gagner du temps à plein d'endroits, et en même temps je pense que ça m'a transmis une espèce d'envie de toujours vouloir être à la table des adultes. Je pense même qu'inconsciemment, au fond de moi, vouloir écrire ce livre, quand je me suis dit que ça pourrait être un livre, c'était aussi pour avoir la possibilité d'être enfin à la table des adultes. Je pense que j'ai toujours ça au fond de moi, cette envie, ce besoin de légitimité. J'ai choisi les blagues aussi pour essayer de plaire aux adultes, parce que je crois que c'est une très bonne manière d'entrer dans le cœur des autres. Donc, d'être le petit dernier d'une grande famille, ça a été fantastique sur plein d'aspects, et ça a aussi cristallisé certaines choses en moi, mais comme dans chaque famille, comme quand on est le premier, comme quand on est un enfant unique. Moi, c'est beaucoup de bons souvenirs, énormément de bons souvenirs. J'ai la chance de toujours côtoyer tout le monde dans ma famille. Mais oui, effectivement, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça fou de croiser des familles au Brésil où tout le monde est très tactile, et c'est vraiment pas... Je pense que j'ai fait un câlin à mon père dans ma vie, et j'en ai fait un livre, donc pour vous dire à quel point vraiment oui, c'est vraiment fou. Donc je vais peut-être venir habiter là, c'est ça que j'essaie de dire, très tendrement, mais on verra. Eu ouvi uma entrevista sua que você comparava a sua família com, acho que uma galáxia, e que tudo girava em torno do seu pai. Como é que era essa figura do pai, assim? C'est un personnage particulier que j'aime, que j'admire, peut-être un peu trop. Et là, c'est l'endroit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est d'essayer d'ajouter plus d'horizontalité dans notre rapport. C'est un homme qui... mais c'est marrant parce que je partage évidemment que je deviens mon père, putain. Mais je partage ce besoin, oui, par moment, d'être le centre d'intérêt, dit-il sur scène, à une foire du livre. À Sao Paulo. Bon, il a toujours, je crois, aimé qu'on l'impressionne. Et je crois que là où il y a une énorme contradiction que je suis encore en train d'essayer de résoudre grâce à une équipe de psy fantastique, c'est
si jamais on ne l'impressionnait pas, il ne nous regardait pas. Si on l'impressionnait, il nous regardait, mais c'était avec un regard de compétition. Et donc, j'ai jamais eu, je pense, un regard purement bienveillant sur une existence simple, qui n'était pas liée forcément à de la performance. Et donc, je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'être ou de faire des choses pour avoir un semblant d'affection. Oui, mais en même temps, ça a forgé des choses en moi et ça m'a appris beaucoup de rigueur, un amour du travail, une ambition. Et en même temps, parfois, j'ai ce doute qui persiste, hein, et je pense que beaucoup de gens l'ont, qui est que si je ne fais pas quelque chose qui mérite le regard, j'en aurai pas. Et du regard découle l'amour. Donc j'ai souvent cette impression débile, parce qu'évidemment que c'est pas le cas, mais d'être en manque d'amour. Voilà, j'ai souvent ce truc-là. Donc je pense que ça a été, oui, mais à la fois c'est comme le soleil. En fait, le soleil c'est magnifique et on tourne autour, et sans le soleil il n'y aurait pas la vie. Mais si on le regarde trop, on se brûle. Donc c'est un peu, ça a été un peu ça. Ça a été trouver la bonne distance. Você falou do sol, uma das perguntas que eu tinha era sobre a noite. Você, em várias ocasiões do livro, você traz a noite, e que parece que você tem uma relação até ambivalente, porque você comenta que você corre à noite, você escreve à noite, mas que quando você era criança você tinha muito medo e achava que as pessoas só morriam à noite. Como é que é a noite para você hoje? Oui, j'avais l'impression petit qu'en fait je pouvais pas dormir parce que je me réveillerais jamais. J'avais vraiment cette panique de plus revoir le soleil. Puis j'avais l'impression effectivement que mourir ça arrivait que la nuit. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait mourir. C'est plutôt une activité nocturne pour moi, mourir. C'est Netflix ou mourir, il faut choisir la nuit. Mais et effectivement j'ai passé des heures entières, des nuits entières de mon enfance à écouter mes parents ronfler. Et puis effectivement, moi, c'est la première chose que je me suis dit quand mon père m'a annoncé qu'il allait mourir, c'est que je me suis dit ça fait si longtemps que j'ai pas eu besoin de l'entendre ronfler pour m'endormir. Donc ça a été le premier point d'entrée, en tout cas pour moi, de ce questionnement qui a été vraiment important, en tout cas qui m'a vraiment fait paniquer, de me dire c'est fou à quel point je définissais ma vie sur la survie d'un homme, et d'un seul coup c'était plus une question qui m'importait. Oui, effectivement, aujourd'hui, la nuit, j'adore. Moi, j'adore la nuit parce que c'est synonyme de calme et c'est synonyme de possibilité de création. En fait, j'ai l'impression que la nuit, c'est plus simple. En journée, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'impulsions. Et on revient de Rio, on l'a vu beaucoup. Mais la nuit, c'est beaucoup plus calme. J'aime le fait que le portable ne sonne pas. Il n'y a pas d'infos qui tombent surprenantes et du coup, on est dans une espèce de calme. Et la nuit, j'aime bien l'idée que c'est un temps qui s'allonge, qui n'existe pas vraiment. J'ai pas de repère sur l'heure qu'il est. J'aime ces espèces de limbes étranges que sont les heures de la nuit. Donc j'en profite souvent pour travailler ou réfléchir. Et en même temps, ça m'est imposé puisque je fais beaucoup d'insomnie. Alors moins en ce moment. Mais j'ai vraiment, je pense, écrit les 3/4 de ce livre en pleine insomnie. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire poliment, c'est en caleçon dans ma cuisine. Mais voilà. E você, em algum lugar eu li também que você começou a escrever bem cedo, com 10, 12 anos, algo assim. Como é que você, sobre até tudo que passava na cabeça, para ajudar a entender, como é que isso começou, você lembra? Le déclencheur pour l'écriture, moi je me souviens très bien ce que c'est, mais je pense pas pouvoir le raconter, mais il y a eu un énorme drame dans ma famille, enfin autour de ma famille, mais il y a eu quelque chose de très grave, une affaire, il y a un enfant qui est mort autour de ma famille, et je me souviens ne pas avoir réussi à dormir ce soir-là, mais j'étais assez jeune, hein. J'avais à peine plus de 10 ans, je devais avoir 11-12 ans, et je me souviens ne pas réussir à digérer l'information. Alors quand j'étais enfant, j'avais ce truc un peu particulier, j'étais peut-être un peu plus en retrait que les autres, et j'adorais analyser, j'ai toujours été un vieux monsieur dans l'âme, j'adorais être dans un coin et regarder les enfants. Bon, j'étais enfant, donc faut faire attention avec cette phrase, comment vous la traduisez, mais je le fais plus maintenant que je suis majeur. Non, mais je me mettais dans un coin, je regardais, j'ai encore ce truc par exemple, j'adore regarder des gens regarder le foot parce que j'adore voir les gens très animés, très heureux, et j'ai toujours eu ça. Donc j'étais très en retrait, et quand j'avais des boules d'émotions qui stagnaient dans le fond du ventre, je dormais moi sous les combles dans la maison, et donc j'ouvrais le vasistas et je regardais la lune, et en fait j'essayais quand j'étais petit de mettre toutes mes émotions du fond du ventre sur la lune, et dès que je voyais plus la lune, mes émotions partaient. Et ce soir-là, je me souviens, quand j'apprends cette info, cet enfant qui meurt, j'ai une énorme boule et j'arrive plus du tout à être fonctionnel, quoi. C'est plus possible, je peux plus parler, réfléchir, manger. Ça bloque, ça me rigidifie, je suis vraiment un bloc de granit. Et donc je m'allonge, je regarde la lune, elle part,
j'essaie de mettre tout dessus et ça part pas. Et en fait, ma mère m'avait offert un petit carnet pour écrire et je me suis mis à écrire ce que je ressentais. Et ça m'a vraiment libéré. Donc mon premier rapport, je pense, à l'écriture, ça a été l'idée de se dire que oui, ce qu'on traverse peut exister à l'extérieur aussi, en fait. On n'a pas besoin de toujours tout porter, on peut le poser, ça existe toujours, mais c'est plus un poids. Et ça a été une grande avancée. En tout cas, je me souviens, je pense que ça m'a permis de bien traverser l'adolescence, par exemple. Você até no livro tem uma frase que você fala: lavar as mãos e escrever são a mesma coisa. É um pouco isso que você está contando agora, o que essa frase, o que você queria passar com ela? Pardon, je suis désolé, j'ai pas compris votre question. Que você comenta, no livro tem uma frase que é: lavar as mãos e escrever são a mesma coisa. Ah. É isso? Oui, oui. J'ai compris de lever la main, c'est pour ça, pardon. Désolé. C'est moi, bien sûr, pardon. Non, c'est moi. On est beaucoup trop polis l'un l'autre, mais il faut que je réponde, bien sûr. Oui, en fait, oui, ça a été vraiment. En fait, moi, quand je passe une longue journée, j'aime bien me laver, me nettoyer, je pense comme beaucoup de gens. Même si j'ai cru comprendre qu'ici au Brésil, les Français, on avait un cliché qu'on n'était vraiment pas propre, mais je vous jure, je me lave au moins 2-3 fois par semaine. Mais non, on avait. Oui, j'avais écrire, moi, c'est souvent le soir. Et souvent, j'aime bien commencer. Moi, j'ai une manière d'écrire qui chacun a sa manière, mais moi, je sais que je commence toujours par de l'écriture automatique. J'aime bien raconter, cracher ma valda, sur de tout ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est vraiment un sentiment de se laver, quoi. C'est vraiment comme faire partir les restes de cette journée. Et donc, j'aime bien cette idée-là de pouvoir très simplement évacuer, en fait, et de pouvoir passer à autre chose. On est la même personne, mais on n'est plus cette espèce de petite opercule qu'on a au-dessus, elle part. Et oui, j'ai compris, je crois que je le dis dans ce livre, avant je me lavais les mains avant d'écrire pour pouvoir être clean et faire la même chose dans l'écriture, en fait, faire sortir ce que j'avais au fond de moi pour me nettoyer. Et puis à un moment, j'ai compris que c'était la même chose. Et ça m'a vraiment... Ouais, parfois... Mais c'est pas aussi parce que j'ai un rapport étrange à la culpabilité. J'ai souvent... l'impression... Bon, bref. J'ai souvent l'impression d'être... de mal agir. Mais je pense que beaucoup de gens ont ça, en tout cas, de me poser la question si je suis une bonne personne. Écrire le soir me permet d'effectivement de me nettoyer. Moi, parfois, je vois l'écriture comme du nettoyage, comme un chat qui se lèche. Você também fala em um momento que você escrevia para dizer coisas a alguém que estava a 5 metros à distância, né? E além de escrever, você se apresenta no palco, né? O Panayotis tem um espetáculo de stand-up, o Presc, que virou série na Netflix, que está na Netflix. E você também escreve roteiro. Como você vê essas diferentes formas de se comunicar? Isso até de estar escrevendo para não falar algo para alguém. Você acaba optando pela forma escrita para se comunicar? J'aime bien, je suis vraiment un contrôle fric déjà, donc j'essaie de désamorcer ça, donc je le suis de moins en moins, mais effectivement pendant très longtemps, alors c'est pas que j'arrive pas à dire, puisque j'arrive plutôt bien à dire, et enfin quand j'ai envie de dire quelque chose j'arrive à le dire, mais c'est juste que je trouve qu'écrire parfois permet d'être plus en contrôle de la manière dont ce sera dit, dont ce sera formulé. Le choix des mots, je trouve que c'est toujours très important, et j'ai souvent cette panique à l'oral que je dissimule de plus en plus parce que c'est aussi mon métier de parler. Mais oui, j'ai souvent une panique qui vient parce que je trouve que c'est vraiment la chose la plus intime. C'est quand même fou quand on y pense, on a des pensées à l'intérieur et c'est vraiment le jardin le plus privé qui puisse exister. Enfin, on peut rien me reprocher de penser. Et d'un seul coup, on décide que certaines de ces pensées vont sortir et aller dans d'autres cerveaux, et j'ai toujours une panique de ne pas réussir à bien dire, bien communiquer, ou parfois de blesser, encore une fois, d'échapper à l'amour ou de froisser. Et du coup, pendant longtemps, oui, écrire, ça a été aussi une manière d'être très en contrôle de ce que j'allais dire, de ce que je voulais transmettre. Et maintenant, j'essaie de plus en plus de faire confiance, entre autres, on en parlait la dernière fois avec Roberto, à la sérendipité. Parfois, il y a des erreurs ou des lapsus, ou des manquements qui sont aussi beaux parfois. Et puis je commence à peine à comprendre que ne pas dire parfois peut être aussi beau que dire. Donc je commence à faire de plus en plus confiance à l'instantané. Mais pendant très longtemps, je l'ai un peu faké. En fait, j'écrivais beaucoup, je réfléchissais beaucoup à la manière dont j'allais communiquer avec les autres. Ouais.
Eu confesso que hoje de manhã, quando eu fui checar a sua idade, eu fiquei chocada que você nasceu em 1998. Então, temos um autor jovem aqui, que já faz tantas coisas, né? Porque bem antes de ser um sucesso literário na França, o livro do Panayiotis vendeu mais de 350 mil exemplares lá. Você já era um sucesso na TV. Como foi começar que você estreou com 17 anos, pelo que eu li na TV, né? Como foi começar tão jovem? Ça a été assez particulier. Ouais, ça a été assez particulier. Ouais, pardon. Você pode falar também um pouco qual foi a sua experiência na TV? Que eu acho que é o que você fazia. Oui. Alors moi j'habitais à Bondoufle, ce serait fou que quelqu'un connaisse ici, c'est une toute petite ville à 1h30, 2 heures de Paris, et j'étais un enfant assez solitaire, oui, dans mon coin, et j'étais très 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 fan des gens qui faisaient des blagues. Moi, je trouve que c'est une des formes les plus gratifiantes pour réunir des gens ensemble, en fait, essayer d'aligner des gens sur une même énergie, de faire des blagues. Je trouve ça toujours fou, et j'adore les gens qui font des blagues. Et du coup, enfant, je regardais beaucoup de gens qui faisaient des blagues à la télé, et puis à un moment sont arrivés les réseaux sociaux, donc je me suis mis en tête de contacter les gens que je trouvais très marrants pour essayer de leur demander des tips, faire des petites interviews, leur poser des questions sur comment ils faisaient pour écrire ou pour faire rire. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont proposé un casting pour la télévision, une émission qui s'appelle Le Petit Journal en France, qui était une assez grosse émission pour la jeunesse. Et j'ai été pris sur casting à 17 ans à la télévision, donc d'un seul coup je passais mon baccalauréat, et en même temps je partais après à Paris le soir tourner des émissions, etc. Et c'était très particulier, je pense que ça a été... Moi j'ai pas énormément de souvenirs de ces 2 années, parce que déjà ça a été une locomotive qui s'est pas arrêtée pendant 2 ans, il n'y a eu aucun moment pour prendre des pauses et du recul sur ce qui était en train de se passer. Et puis ça a été l'inverse de ce que j'aime au final, puisque, alors c'était super, les équipes étaient super et j'ai appris beaucoup de choses, mais j'adore prendre le temps. Je pense que ce livre-là, en tout, ça s'est étalé sur quasiment 4 années, l'écriture, le questionnement. Et d'un seul coup, la télévision, on vous demande d'écrire quelque chose le matin et de le diffuser à 2 millions de personnes le soir. C'était très flippant à cet âge-là. Et puis j'étais trop jeune, en fait. D'un seul coup, j'étais un peu médiatisé en France pour quelque chose qui n'était pas moi. J'étais en pleine découverte. D'ailleurs, j'étais persuadé d'être hétéro, d'être quelqu'un d'heureux. Et au final, c'est pas toujours le cas. Mais oui, ça a été très particulier, en tout cas, d'être aussitôt exposé. Et évidemment, il y a énormément d'avantages qui en ont découlé. Mais oui, c'est sociologiquement intéressant, je pense, d'exposer aussitôt quelqu'un d'aussi jeune qui ne se connaît pas du tout encore. Et c'est toujours pas le cas. J'ai 26 ans maintenant, je me connais un peu mieux, mais à l'époque, c'était vraiment... Et moi, je peux pas regarder des images de cette époque-là, par exemple. J'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de l'ordre du dédoublement, quasiment. Ouais. Você também, acho que foi na época que você também trabalhava ainda com TV, você conta quase na metade do livro sobre uma noite que você quase se suicidou. E quase na metade do livro, eu fiquei até curiosa, falei, será que... Porque eu estava, por acaso, parei bem na página 77, o livro tem 148 páginas, então mais ou menos. Foi esse momento, você depois... Conta que um pouco depois saiu da TV, do trabalho que você estava. Foi um marco, foi um momento... Você pode falar sobre isso? Ça a été un moment d'extrême saturation. Alors à l'époque, je ne savais pas en fait que j'avais cette dépression mélancolique qui est purement héréditaire, hein, qui est celle qui a emporté ma grand-mère et qui est une dépression très particulière. Ah non, il n'y a pas de souci, ça va pour vous. Pardon, elle buvait de l'eau. Oui, effectivement, pas de souci. Ça a été un moment... Oui, non, il faut boire. Disons que... Oui, en fait, c'est une dépression très particulière qui est très liée à la paranoïa, ou du moins aux pensées obsédantes. Et à cette période-là, moi, je ne savais pas du tout que j'avais ce truc-là. Surtout que c'était tabou dans ma famille, donc je ne savais même pas que plusieurs personnes dans ma famille avaient ça. Et d'un seul coup, je rentrais dans une spirale où j'étais persuadé d'être une très mauvaise personne, très méchante avec mon entourage. Et ça a été vraiment un moment
de grande solitude. Et ça a été en fait une sorte de grande saturation. En fait, c'était aussi simple que... Comment dire, sans... Je pense qu'il y a, et encore une fois, j'ai 26 ans, je connais rien, enfin je débute dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où en fait, c'est même plus de l'ordre du choix, ce qu'on doit faire. Parce que moi, par exemple, je me souviens quand j'ai démissionné de la télévision, il y a beaucoup de mes proches qui m'ont dit quel courage d'avoir démissionné d'une des plus grosses émissions pour se lancer ailleurs, etc. Et en fait, je crois qu'il y a des moments où il n'y a plus de choix possible. Il y a une direction qui s'impose. Et moi, je me souviens que ce moment, donc je ne vais pas forcément vous le raconter là, mais ça a été un moment d'ultra-lucidité qui a suivi en fait oui, ce moment de vacillement en fait. Il y a une énorme, une espèce de grande douche de lumière qui est arrivée sur moi et j'ai compris en fait qu'il fallait que je parte. Il y avait une envie totale de fuir. Et j'ai jamais fugué d'ailleurs dans mon enfance. Et je me demande quand est-ce que je le ferai. Et là, je commence à vieillir et c'est chiant parce que on peut plus fuguer à cet âge-là. Hein. Aujourd'hui, si je fugue, il se passe rien, personne me cherche quoi. Là, j'ai prévenu personne de ma famille que j'étais au Brésil, ils en ont rien à faire par exemple. Je pense que si je fugue, c'est les impôts qui me trouvent, mais c'était une envie de partir et j'avais besoin de quitter ma vie, de quitter ce que je pensais être pour rencontrer quelqu'un d'autre qui allait être le nouveau moi. Et ça arrivera sûrement, je pense que c'est des cycles. Mais oui, ça a été vraiment un moment charnière en tout cas. Et c'est un moment avec lequel, c'est marrant, quand j'y repense, j'y ai pas du tout de tristesse, j'ai évidemment de la peine pour cet enfant qui... oui, rentre dans l'âge adulte avec un poids extrêmement bizarre sur les épaules, qui n'est vraiment pas heureux, qui ne comprend pas l'accès au bonheur. Donc j'ai de la peine pour cet enfant, que, encore une fois, je ne considère pas comme moi. Mais en même temps, je vois ça comme une grande chance. Et c'est marrant, il n'y a pas longtemps, mon psychiatre m'a dit « Vous êtes assez loin de votre dernière dépression pour vous dire qu'il faut que vous appreniez à les aimer, en fait. Si vous les redoutez tout le temps et si vous n'y voyez que du mal, vous allez mal vivre votre vie, quoi. » Il m'a dit « Il faut que vous appreniez à voir aussi ce qu'il y a de bien dedans. » Je me souviens qu'à ce moment-là, ça a été un grand rebond, en fait. C'est vraiment comme taper le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Donc j'ai un grand... Ouais, pour moi, c'est synonyme de lumière, ce moment, étrangement, dans ma petite vie. O espetáculo Presque surgiu depois desse momento? Exactement. Et il a surgi, encore une fois, de manière très égoïste. Moi, j'écris quand j'ai besoin de comprendre des choses, c'est vraiment de moi à moi-même. Et j'ai écrit ce spectacle dans un premier temps parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il m'était impossible d'embrasser les filles. Donc l'ouverture de ce spectacle, ça a été simplement, et d'ailleurs c'est la première phrase du spectacle, je ne sais pas pourquoi je suis terrorisé d'embrasser les filles. Et j'avais besoin de comprendre, en fait. J'étais amoureux, je crois, de filles, mais j'arrivais pas, encore une fois, à avoir cette fluidité que je voyais dans les films, que je voyais autour de moi, que j'ai beaucoup vu à Rio. J'avais pas cette simplicité dans le rapport à l'autre. Et donc, d'un seul coup, a découlé tout un questionnement autour de cette difficulté à l'amour, en tout cas. Et ce spectacle vient après justement cette espèce d'épiphanie étrange d'avoir envie de tout quitter pour prendre un temps d'arrêt, en fait. Ça a été vraiment prendre un temps d'arrêt, respirer et essayer de devenir soi. C'est vraiment la chenille qui s'arrête pour rentrer dans son petit cocon. Ça a été un moment étrange où je me suis renfermé. J'ai beaucoup travaillé sur ce spectacle. Je me suis beaucoup cassé la gueule sur scène, parce qu'au début, quand on monte sur scène, évidemment, c'est très particulier. Et ça m'a vraiment, je pense, permis de poser des petits tuteurs pour mieux grimper en tant qu'arbre, quoi. Voilà. Beaucoup de métaphores pour pas grand-chose. Mais... Vou trazer uma pergunta do público já. Depois da crônica, TV, acordeon, stand-up, cinema, escritura, tem algum outro formato ou domínio artístico que te interesse? J'adorerais réaliser. J'ai réalisé quelques petits formats à droite à gauche, mais j'adorerais réaliser un film. Je trouve que c'est fantastique comme art. Et j'ai l'impression que c'est un art justement qui fait qu'on côtoie. On a la chance de côtoyer déjà des gens extrêmement talentueux, puisque
à la différence de l'écriture ou de la scène où on doit défendre seul un propos, et l'écriture d'un livre est encore une expérience encore plus solitaire puisqu'on n'a même pas les gens en face, en direct. Et d'un seul coup, réaliser un film, oui, c'est convoquer une équipe de gens talentueux, et ça, j'ai vraiment envie de ça. Et puis en plus, ça convoque beaucoup d'art. Il y a quelque chose de la sculpture dans la manière d'éclairer, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de l'écriture évidemment. Et je crois que c'est un challenge que j'aimerais bien essayer de me fixer pour les prochaines années. Essa mesma pessoa perguntou como se chama, como on appelle une personne de bondoufle. Como se chama uma pessoa de bondoufle? Aqui, ici. Un bondouflois. On dirait une maison dans Harry Potter, on est d'accord, hein? Ça fait un peu... Oui. Em algum momento você comentou da piada, em algum momento mais cedo você comentou da piada, e a gente está aqui falando de formatos. E no livro você também comenta em uma conversa com, acho que a vida, o namorado, sobre o que vocês gostariam se tivessem um filho que cada um herdasse do DNA de cada um. E você comenta que o humor seria o seu. Qual é o seu humor? Como você descreveria? Comment je décrirais mon humour? Déjà, je crois que c'est quand il y a du monde. Je crois que quand je suis en tête-à-tête avec quelqu'un, je fais assez peu de blagues au final. C'est vraiment une manière d'être, par moment, d'attirer l'attention et par moment aussi d'être sûr que ça ne plonge pas trop dans le sérieux, parce que j'ai souvent peur du sérieux. Donc je crois que j'ai un humour un peu de résistance au sérieux. C'est un humour quasi de contradiction du sérieux, en fait. C'est souvent, je pense que j'aime faire des blagues dans les moments où j'ai besoin de dire quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de... Oui, pour désamorcer. Comment définir mon humour? Je vous avoue que je ne sais pas vraiment. Marrant, j'espère déjà. Oui, j'espère. J'ai longtemps, enfant, été un peu un bully, moi, pour le coup. Je faisais beaucoup de blagues méchantes aux autres enfants parce que j'avais compris un peu tôt le pouvoir de la blague, en fait, le pouvoir parfois écrasant de la blague. Et donc, grâce aux grands de ma famille, j'apprenais, auprès desquels j'ai appris un petit peu des traits d'humour ou la manière de faire de l'humour. J'ai très vite hérité de quelque chose de très sarcastique, de très parfois méchant, de pointer les défauts avec humour. Et en fait, je me souviens très bien avoir été très très méchant au collège. Alors, je ne sais pas quel est l'équivalent du collège ici, mais avec un garçon. D'ailleurs, c'est marrant, j'étais très méchant avec lui parce que tout le monde disait qu'il était gay. Et aujourd'hui, c'est lui qui a une petite copine, et pas moi. Et j'avais été très méchant avec lui, avec des blagues très méchantes. Et je me souviens avoir, encore une fois, ma petite boule dans le ventre et me dire, mais peut-être que c'est pas bien, etc. J'avais utilisé toutes mes économies pour aller acheter à la Fnac, en France, des petits CD qui étaient en solde. Et j'avais offert des CD à tous les gens avec qui j'avais fait des blagues méchantes en disant « Est-ce que tu acceptes avec les Beatles, mes excuses ?» Et en fait, ça a switché. Et du coup, je suis entré dans l'idée que l'humour pouvait être quelque chose qui rassemblait. En fait, au lieu de pointer quelqu'un du doigt, c'était de se pointer nous tous ensemble pour rire de nos défauts en commun, en fait. Et du coup, de pouvoir pointer les petits à côté de la vie qu'on traverse tous, quoi. Les petites nullités du quotidien. Et d'un seul coup, ça a été un gros changement pour moi. Et c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup donné envie de faire de la scène. Il y a quelque chose de magique quand on fait de la scène, c'est le moment où tout un public s'unit dans la même énergie et devient d'un seul coup une seule et même personne, comme si toutes les expériences communes se joignaient pour rire à une seule et même blague. Et c'est je crois, un des moments que j'aime le plus dans la vie, quand il y a un rire commun d'un grand groupe. Tem uma passagem no livro que eu achei bem humorada. O Panayotis está contando que ele está escrevendo o livro na casa de campo do pai e quer que o pai, que passa por trás, às vezes, leia o que ele está escrevendo. Mas o pai está super investido em reformar a casa antes de morrer. Então, ele fala, vou ler aqui um trecho. No fundo, então, fazemos a mesma coisa. Nós dois queremos dar um jeito antes de ele ir embora. Ele na casa, eu em mim. Sou o mais egoísta. Ou então ele é mais covarde que eu.
Não estamos nem aí se o revestimento da cozinha vai estar instalado antes do fim do mês. Há outras urgências. Nunca vi um filme no qual um cara descobre que vai morrer e aí passa o tempo todo na Leroy Merlin esperando sua hora. É em nós que você tem que dar um jeito. Somos 6 filhos, 6 corações ferrados porque estão cheios de farpa e você vai embora sem que nada disso mude. Mas pelo menos poderemos escolher em qual dos 4 banheiros da casa de campo tomar uma chuveirada. Então, acho que tem esse humor também. Enfim. Oui, c'est une manière de désamorcer, en tout cas. Il y a un dicton, c'est une amie à moi qui s'appelle Béatrice d'ailleurs, qui m'a appris ce dicton d'une cérémonie de thé au Japon, qui est, dans cette cérémonie, ils disent, il y a une seule règle, c'est qu'il faut porter les choses lourdes de manière légère et les choses légères de manière lourde. Et j'aime beaucoup cette idée en fait de pouvoir être très très sérieux sur des détails très futiles et légers, et de devoir être très léger sur des sujets très sérieux. J'aime beaucoup cette idée, je trouve que ça permet de prendre à contre-pied la vie. Vou trazer outra pergunta do público. A publicação do livro mudou sua relação com seu pai? Dans un premier temps, ça a été très étrange. Très étrange. Et puis en fait, je crois que ça a brisé quelque chose, une espèce de frontière qui nous séparait depuis un moment. Je crois que ça l'a un peu brisé. Il y a un peu le mur de Berlin qui s'est abattu. Il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Il y a eu un peu plus de chaleur humaine, étrangement. Et puis je crois qu'on se sait un peu mieux maintenant. Au final, je pense que j'ai écrit vraiment ce livre pour lui. C'est une déclaration d'amour, hein, avec ses défauts, ses maladresses, comme les déclarations d'amour. Et donc je pense que ça a été un changement pour nous. Oh, ça va? C'était extraordinaire comme chute. Ça va? Vous n'êtes pas fait mal? Ça va? Et c'était fou. Ça va? C'est fantastique, pardon, mais c'était vraiment, je l'ai vu en direct, ça a été vraiment une belle chute, magnifique chute. Ouais, ça a étrangement retiré une certaine gêne qu'il y avait entre nous. Comme si je lui avais dit, bah voilà, moi en fait, je te dis exactement ce que j'ai sur le cœur, t'en fais ce que tu veux. Alors il m'a pas dit ce qui était sur son cœur, quand même, faut pas rêver. Mais j'ai senti dans son regard que quelque chose avait changé et qu'on s'était mieux compris. En tout cas, on se sait un peu mieux maintenant. Et c'est plus simple. Notre rapport est plus simple maintenant. Outra do público. O seu especial da Netflix começa com você falando sobre a dificuldade de coragem em beijar mulheres. Ele foi gravado um pouco antes do livro ser lançado e de você declarar publicamente sua homossexualidade. É um salto muito grande. Como você se sentia nessa dualidade, sabendo que seu público de humor seria em breve surpreendido? Ah. Bah oui, ça a été 2 étapes d'une réflexion. Je pense que essayer de comprendre ce qui nous attire, ce qu'on aime, déjà, je trouve que parfois ça passe par découvrir ce qu'on n'aime pas. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à creuser ce que j'aimais pas. Mais ça a été, le premier spectacle m'a aidé à comprendre, je crois, mon orientation sexuelle, disons. Et le livre m'a permis, en tout cas, toute l'écriture que j'ai opérée autour de cette question-là m'a permis de me débarrasser d'une honte qui est toujours là, par endroits. Oui, une honte. Et aussi, encore une fois, hein, mais c'est un grand... retirer cet aspect de trahison, encore une fois, parce que quand j'étais enfant, moi j'étais très... je m'imaginais, je me projetais énormément, comme je pense beaucoup d'enfants solitaires, et je m'imaginais... j'avais hâte, en fait, d'avoir ma femme, mon jardin, mes enfants, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression, en tout cas, le premier moment où je découvre qu'au final, j'aime peut-être pas les femmes comme je m'étais... moi-même positionné, et puis il y a aussi une injonction à l'hétérosexualité évidemment en société, mais d'un seul coup j'avais l'impression d'avoir trahi cet enfant, en fait, d'être la personne qui le prive de ses rêves. Et donc j'ai eu je crois que ce livre en tout cas, et écrire autour de cette question m'a vraiment permis de faire d'éjecter ces espèces de pensées un peu étranges et cette culpabilité, ce sentiment de trahison
qui entourait cette découverte de moi. Você estava no Rio na Bienal, né? E você hoje na chamada do Globo tem uma matéria grande sua com a chamada falando que você falou que gostaria que ninguém tivesse que se assumir. Você pode falar um pouco sobre isso? Se assumir a sua sexualidade. Pardon, j'ai pas compris la question, je m'excuse. Mhm. Ouais. Mhm. Pardon. Mais du coup, quelle est la question? Pardon. Ah, en parler, développer, bien sûr. Alors, j'ai toujours Béatrice, cette amie que j'ai, m'a fait comprendre il n'y a pas si longtemps, et c'était assez marrant parce qu'elle est très ésotérique dans son rapport à la vie. En fait, elle croit beaucoup aux vibrations, aux énergies, et elle m'a fait comprendre qu'on n'était qu'une somme de vibrations, et qu'il y a la plus basse, celle qui nous met le plus dans le dur, c'est la honte, et la plus haute, c'est l'authenticité. Et c'est marrant, moi, c'est dans les moments où j'ai le plus honte que j'ai un besoin de recherche d'authenticité, comme si j'essayais de contrebalancer, comme un équilibriste qui penche à droite et qui d'un seul coup on voit un coup à gauche. Et du coup, je crois qu'en tout cas, ce besoin, déjà c'est un luxe. Parce que c'est mon métier, je me rends compte à quel point c'est un luxe de pouvoir prendre du temps dans sa journée pour se dire tiens, qu'est-ce que je ressens. Évidemment, c'est un luxe. Mais c'est aussi pour moi, oui, effectivement, cette recherche en tout cas d'authenticité, d'essayer d'être le plus honnête, c'est une manière de découvrir la personne que je deviens. Parce que j'ai souvent du mal à ressentir avec le cœur dans un premier temps. Ça passe souvent par le cerveau, et dans la vie ou dans le rapport avec les autres, j'ai souvent une ultra, je sais pas comment dire, cérébralisation de ce que je vais dire, ce que je vais faire, et je cherche toujours la manière la plus agréable, qui je pense va être la plus agréable pour l'autre de présenter les choses, et du coup je suis souvent loin du cœur, voilà. Et du coup cette recherche, je pense, de l'authenticité, c'est pour essayer de me connecter plus simplement aux émotions, et d'essayer d'évacuer le plus souvent des émotions dites basses, que sont la honte, la culpabilité. C'est quasi pour moi de l'ordre de la réparation par endroits, en fait, d'essayer de comprendre certaines choses, pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai cette ambition, pourquoi je l'ai pas. Et c'est une manière d'essayer de comprendre, d'analyser, comme quand on vient de faire un accident en voiture et qu'on sort pour regarder les dégâts. C'est ce temps de pause que je m'impose avec luxe, évidemment, pour essayer de prendre du recul. Mais uma pergunta do público aqui. Você fala muito sobre seu pai no livro. Você tem vontade de ser pai? Oui, j'adorerais. Après, c'est tôt, hein. J'ai 26 ans, mais faut que j'en parle maintenant. Vu que j'aime les hommes, justement, ça va être un processus beaucoup plus long pour essayer de devenir papa. Donc, effectivement, je commence à en parler dès maintenant si je veux être papa dans ma trentaine. J'aimerais beaucoup. J'ai l'impression que c'est une expérience folle. Et je pense que c'est quelque chose qui peut apprendre beaucoup de choses. Ça a l'air d'être un rapport assez fou. Et j'ai juste envie, je n'ai pas vraiment conscientisé le pourquoi du comment. J'aimerais beaucoup. Ouais. J'aimerais beaucoup. Lendo seu livro, eu lembrei de 2 outros livros de escritores franceses que eu li. O do Edouard Louis, que fala muito sobre a relação dele com a sexualidade e com o pai. E o outro, o Yoga, do Carrère, sobre a depressão e essa espiral. Você lê esses autores? Qual que é a sua relação com a literatura francesa? Alors, oui. Non, j'ai lu Emmanuel Carrère, oui. J'aime beaucoup. Bah, c'est, ouais. Comment? Ouais. Oui, c'est justement l'auteur dont je parlais tout à l'heure, duquel j'ai pris le conseil de faire lire autour de moi. Je lui avais écrit un message, parce qu'en fait, je partage le même type de dépression que lui, la dépression mélancolique. Il a fait un livre que je trouve splendide dessus, qui s'appelle Yoga, sur cette dépression mélancolique, entre autres. Et donc, quand j'ai appris que c'était ce diagnostic que j'avais, je lui ai écrit
Et l'objet du mail était Entre mélancoliques, rencontrons-nous. Et je lui ai beaucoup posé de questions sur l'écriture. Moi, je suis fan de son travail. Et je suis rentré dans la littérature beaucoup via l'autofiction et je découvre à peine le roman. Moi, j'ai quelque chose avec le roman qui est particulier. Je trouve toujours, en fait, quand je lis, au bout d'un moment, je me dis souvent, ah, mais en fait, c'est faux. C'est con, hein, je suis complètement con. Mais quand je lis un roman, je m'attache aux gens. Et puis il y a toujours un moment, quand je tourne une page, je me dis, mais ces gens n'existent pas, c'est faux, c'est faux. Je sais pas pourquoi. Et quand je regarde un film, vu qu'il y a des explosions et tout, j'oublie. Mais quand je lis un roman, donc je suis vraiment rentré dans la littérature via l'autofiction. Et donc, évidemment, beaucoup d'Annie Ernaux, Édouard Louis, Constance Debré, Emmanuel Carrère ont été des gens dont j'ai beaucoup apprécié la compagnie, puisque c'est ça que j'aime beaucoup, je crois, quand je lis, c'est rencontrer d'autres types d'humanité et pouvoir d'un seul coup devenir Annie Ernaux. Quand je lis Annie Ernaux, pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, quand je lis ce bouquin, tous les soirs, pendant 1 heure, je suis Annie Ernaux. Et c'est cool d'être Annie Ernaux. Et j'adore ça dans l'autofiction. Et donc, oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, je commence à découvrir le roman. J'en ai évidemment lu quelques-uns, mais là, je commence à essayer d'apprendre le plaisir de se plonger dans une histoire fictive, totalement fictive, mais de se dire qu'en fait, parfois, il y a des plus grandes vérités que dans la vérité, dans la fiction. Trazer uma do público. Quais foram os conselhos que escritores mais velhos te deram? Ah, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi, d'Emmanuel Carrère aussi. Ça a été à partir du moment où tu relis ton texte, que tu retires un mot ou une virgule, et que la fois d'après, quand tu le relis, tu le remets, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'y toucher. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il y a un moment, vous avez un rire de mon éditrice, Paloma, puisqu'il y a eu une phase où je pense pendant 4 mois, je lui renvoyais des textes, réenvoyais des textes, je retirais un mot, j'en rajoutais un. Et ça m'a aidé à me dire, il faut arrêter, en fait, au bout d'un moment, c'est ridicule. Donc ça m'a beaucoup aidé, ce conseil. Nós estamos no auditório do Museu do Futebol. Qual é a sua relação com o futebol? Você apoia alguma equipe? Est-ce que ma manière de croiser mes jambes n'est pas une réponse sur mon rapport au football? J'ai aucun rapport avec le football, aucun rapport. Et je crois comprendre que c'est une religion ici, quasiment. J'ai aucun rapport au football. J'ai essayé plusieurs fois et je crois avoir aimé pendant un moment le football. Lui ne m'a pas aimé en retour. Donc ça a été une relation unilatérale. J'ai arrêté. J'aime beaucoup les grandes finales de foot parce que j'adore regarder les gens et j'adore regarder cette espèce de bonheur simple qu'ont les gens à regarder du foot. Je trouve ça fantastique et j'ai souvent une grande mélancolie de me dire mais pourquoi j'arrive pas à comprendre le foot. Et j'ai eu ça dernièrement, putain je suis nul avec le sport, mais le tennis. J'ai regardé la finale de Roland Garros, j'étais comme un fou là devant Alcaraz Sinner. Mais ouais, le foot, rien. Malheureusement. Ça viendra peut-être, hein. Quais são os seus projetos para os próximos anos? Dormir. Non, au retour. Non, là, en ce moment, je suis avec mon nouveau spectacle, qui j'espère sera disponible ici quand on le captera comme le premier. Et puis, je travaille du coup sur mon premier long métrage. J'aimerais beaucoup réussir à le faire. Et puis, ouais, voilà. Oui. Mais uma. Você se sente mais ator ou escritor? Je déteste être acteur. Je déteste ça. Il faut le faire, hein. Donc je le fais. Mais je déteste ça. Donc pas acteur. J'adore. Moi, ma grande passion, c'est raconter des histoires. Donc écrire des trucs. J'adore. Après que ce soit pour la scène, pour le stand-up, pour d'autres choses. Mais je crois que j'aime trop. J'adore raconter des histoires. Donc je dirais, j'aime raconter des histoires. Acabaram as perguntas do público e a gente tem 1 minuto, então eu vou fazer uma minha. Você no livro fala muito sobre... Você se diz ser covarde, muitas vezes no livro, por não falar as coisas, por não pular num lago para nadar. Publicar esse livro não é nada covarde. Você acha que ele cumpriu também um pouco esse papel de coragem?
Si ça tenait qu'à moi, le livre ne serait pas sorti. Je pense que Paloma y est pour beaucoup. Je crois que la veille du dernier moment où on devait tout envoyer à l'imprimeur, j'ai eu une crise d'angoisse de il faut tout annuler. Donc vraiment, je pense que ça a été le soutien des gens autour qui m'ont permis de surmonter cette lâcheté sous-jacente. Oui. Ouais. Parabéns. Merci et j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir assisté à ça. Merci beaucoup. Merci à la Foire du Livre, évidemment. Et j'aimerais remercier Ercolano parce que c'est quand même incroyable. J'ai écrit un petit truc chez moi il y a 4 années. D'un seul coup, il y a 2 éditeurs fantastiques brésiliens qui repèrent ce livre et qui veulent l'éditer ici. Donc c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Merci à tous. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.